Il est 17h. Le chat dort sur le piano, une bise glaciale souffle dehors et une pluie battante l'accompagne dans un concert de grommellements citadins. Il est 17h. La lumière se fait rare, les fenêtres s'allument et le froid humide bute contre leurs parois transparentes. Nous sommes le 24 décembre 2022, calendrier grégorien, 17h, fuseau horaire CET, temps universel coordonné, plus 1. Il est 17h et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière case de votre calendrier de l'Avent des historiens et des historiennes. Le temps nous intéresse aujourd'hui pour ce qu'il serait juste d'appeler le cours du temps, que le physicien Étienne Klein définit comme le fait que l'on ne peut pas retrouver dans le futur un instant que l'on a déjà traversé dans le passé. Je ne m'aventurerai pas à trop de détails sur un sujet que je maîtrise mal, mais ce déroulement implacable est mesurable. C'est ce que l'on appelle commun des mortels, le temps qui passe. Et l'humain le mesure depuis l'Antiquité. Clepsydre, sablier, cadran solaire, on retrouve certains de ces objets à partir d'au moins un millénaire avant Jésus-Christ. Et la précision et la subtilité de l'ingénierie n'a évidemment cessé d'évoluer depuis ces premiers mécanismes. Passant de ceux-ci aux horloges hydrauliques puis mécaniques dans le courant du XIIIe siècle, sans cesse perfectionnées depuis, nous utilisons aujourd'hui des horloges atomiques et optiques nous permettant de garantir la mesure la plus stable, avec le moins d'incertitude à notre connaissance dans le processus de mesure. Ceci dit, dans les faits, cette mesure du temps, dans sa trop grande précision, est déconnectée de la rotation de la Terre, d'où une utilité mathématique, mais une différence entre ce temps atomique et le temps universel qui nous intéresse aujourd'hui. Car quel usage correct faire du cours du temps dans la pratique ? La rotation de la Terre sur elle-même n'étant pas régulière en raison entre autres de son activité sismique, il faut pouvoir adapter la mesure au positionnement du Soleil pour garder une utilité et une justesse pratique, une heure par rapport au Soleil. Et plus prosaïquement également, il faut pouvoir s'entendre entre humains. Si chacun choisit d'assigner une heure différente à un instant T, chacun saura d'où il part et mesurer le temps s'écoulant depuis ce moment, mais il sera difficile de se donner un référentiel commun. Sans concertation préalable, il est difficile de se donner rendez-vous à 17h si 17h tombe pour vous le matin et pour moi le soir. Il faut donc avoir le même point de départ et mettre nos montres à la même heure. En conséquence, on pourrait revenir sur les particularités de chaque pays qui eurent longtemps des méridiens de référence différents, mais en temps réduit, allons au plus signifiant pour nous, la conférence internationale de Washington de 1884. À celle-ci, présents 25 pays, majoritairement d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que quelques-uns d'Asie et d'Afrique. Tout ce petit monde venant trouver un accord autour du travail d'un certain Stanford Fleming. Celui-ci est ingénieur et dirigeant d'une compagnie de chemin de fer. Il souffre dans sa chair de devoir composer avec le temps désorganisé de chacun d'un bout à l'autre du Canada. Réclamant à corps et à cri un peu plus d'organisation, ses efforts aboutissent avec cette conférence à laquelle on admet que le monde est suffisamment civilisé pour s'organiser internationalement de manière rationnelle. Deux décisions émergent alors d'un long mois de débats au 1er novembre 1884. La première est celle de choisir un point de départ commun, un méridien international de référence qui sera le méridien de l'observatoire anglais de Greenwich, déjà en grande partie utilisé par des flottes commerciales du monde entier, Empire britannique quand tu nous tiens. La seconde est celle de créer 24 fuseaux horaires en bande verticale autour du globe pour qu'une fois le méridien de référence établi, tout lieu soit catalogué et que l'on puisse aisément savoir l'heure qu'il est partout sur Terre. Un choix un peu arbitraire puisque si la latitude est alors commune aux pays sur un même fuseau, la longitude, elle, diffère, impliquant des décalages par rapport à l'heure du Soleil dans un même fuseau. Néanmoins, cela donne aujourd'hui un temps adaptable permettant de suivre la rotation terrestre en ajoutant ou retirant au besoin quelques secondes. Cela peut sembler peu de choses, mais cette conférence décide tout de même de notre notion du temps, avec la naissance du temps universel coordonné autour du méridien de Greenwich. Aux grandes dames de la France d'ailleurs, puisqu'évidemment, plutôt prendre la ciguë qu'accepter les références anglaises. Paris avait évidemment proposé le méridien de son propre observatoire et mettra 27 ans à se calquer sur Greenwich, ne se résignant qu'en 1911. La France est donc depuis ce jour dans le fuseau horaire CET, Central European Time, à UTC, Universal Coordinated Time, plus 1, une heure de plus qu'à Greenwich. Si cette histoire de notre temps vous intéresse,
et que le fonctionnement vous semble encore un peu obscur, vous trouverez en description de cet épisode quelques références bibliographiques pour vous aider à vous y retrouver. Et puisque demain sonne le glas de l'Avent et l'anniversaire de la naissance d'un célèbre enfant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux réveillon, et somme toute d'excellentes fêtes, où vous pourrez sortir à table toute votre culture historique, simplement, vous savez, histoire d'en parler.